Bonjour chers auditeurs, nous sommes sur la série de vidéos concernant les solutions pour une société en effondrement. Avant tout propos, je vous inviterai à régler la qualité de vidéo sur la qualité optimale avec le bouton de paramètres de votre lecteur vidéo en ligne. Dans la vidéo 1 de cette série, nous avons abordé les principes prépondérants dans la quête d'amélioration du comportement humain, à savoir la solution par les lois substantielles. En effet, les déviations actuelles montrent qu'aucune solution viable n'est possible par nos lois qui sont dites lois scripturaires, car ces lois ne confèrent pas la volonté de faire le bien. La solution proposée est l'acquisition d'une loi dite substantielle. Pour accéder à la vidéo 1, veuillez cliquer l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube. Sinon, rendez-vous au lien indiqué en commentaire. Dans la vidéo 2, nous avons parlé des origines insoupçonnées de la corruption. Nous avons vu la source de la corruption dans une déviation de l'instinct de survie qui entraîne un amour de soi outre mesure, provenant d'un manque de sécurité et une peur inconsciente du lendemain. Les solutions proposées ont été la solution psychologique par le recouvrement de la sécurité naturelle, par la réconciliation avec la source de l'harmonie parfaite de la création, et la solution comportementale par l'acquisition de la loi substantielle. Pour accéder à la vidéo 2, veuillez cliquer l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube. Sinon, rendez-vous au lien indiqué en commentaire. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des origines insoupçonnées de l'injustice. Nous avons vu la source de l'injustice dans la limite du droit basé sur les lois scripturaires et en la faiblesse du bon sens humain. Nous avons proposé comme solution le basculement vers le système de lois substantielles. Nous sommes allés plus loin en traitant d'une forme d'injustice appelée le clanisme, voire le tribalisme. Nous avons vu que ce fléau est-elle une maladie auto-immune qui provient d'une crise identitaire. Nous avons alors suggéré la régénération de l'espèce humaine par l'évolution contrôlée par l'acquisition du Saint-Esprit qui fait de nous une race commune et unique. Pour accéder à la vidéo précédente, veuillez cliquer l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube. Sinon, rendez-vous au lien indiqué en commentaire. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mal qui gangrène la planète, à savoir le mercantilisme. Alors, le mercantilisme est défini par le Robert électronique comme la tendance à ne considérer en toute chose que le gain. Définition dérivée d'un sens péjoratif apporté par la littérature étant la cupidité, l'âpreté au gain dans l'exercice du commerce. En fait, à l'origine, le mercantilisme est la doctrine des économistes du XVIe et XVIIe siècle qui avait pour préoccupation essentielle de trouver les moyens par lesquels un État peut se procurer de l'or et de l'argent qu'il considérait comme les premières richesses. Pour faire simple, il s'agit de pratiques réalisées par l'État pour se procurer des biens à tout prix et malheureusement, l'expression à tout prix renferme beaucoup de choses. Rappelez-vous, Machiavel leur a enseigné la fin justifie les moyens et à tout prix renferme aussi s'accaparer les richesses du pays pauvre ou faible. Aujourd'hui, nous parlerons des origines du mercantilisme, mais nous ne proposerons pas de plan de bataille contre le mercantilisme, au risque d'entrer dans des argumentations sociopolitiques et géopolitiques complexes que le temps de la vidéo actuelle ne permet pas. Si nous étions sur un plateau télévisé, je m'en donnerais à cœur joie, mais pas ici. Néanmoins, je vous montrerai comment pourrait être un monde idéal sans mercantilisme et son avènement futur. Pour commencer, analysons ce fait par le regard et les vérités crues d'une jeune africaine à la conférence hautement intellectuelle de TEDx à Berlin. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here.
So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our golden diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. Nous constatons alors que certaines nations bâtissent leurs richesses en pillant des pays faibles de diverses manières. Cela peut être, selon les détracteurs de l'Occident, en créant des systèmes économiques favorisant le mouvement des richesses de pays faibles vers les pays occidentaux, en créant des systèmes de marché favorisant l'octroi de grands contrats à des sociétés occidentales, en créant des guerres pour non seulement commercialiser les armes, mais aussi piller les ressources pendant l'anarchie, en installant des dictatures favorables à l'Occident déguisées en démocratie, etc. En tout cas, chacun va de sa plainte et de son analyse, vraie ou fausse. De toute manière, dans les faits, il a été reconnu l'implication et les profits de puissances occidentales et africaines dans des crises à grande échelle, telles que la guerre du Rwanda, 1 million de morts, la guerre du Biafra, 2 millions de morts, et la guerre pour la chute de Kadhafi, montre que la pratique existe bel et bien. Mais comment en est-on arrivé là? Les informations qui seront présentées proviennent de Wikipédia. On va faire un saut dans nos cours d'histoire du collège pour comprendre tout ceci. Historiquement,
Tout commence avec la révolution industrielle au XVIIIe siècle. La révolution industrielle, c'est la période de progression scientifique qui fait basculer de manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. C'est l'apparition de machines et installations révolutionnaires en Europe telles que la machine à filer de Modigliani, la machine à vapeur de James Watt conçue en 1777, la machine des aciéries de John Cockerill à Sérègne, foyer de l'industrialisation belge, le marteau-pilon du Creusot en 1841. L'apparition de ces outils a fortement augmenté la capacité industrielle des pays dont la puissance et l'influence étaient profondément liées à la capacité à s'industrialiser. Ainsi, le plus fort serait celui qui aurait une industrie plus florissante. Cependant, le facteur clé de l'industrialisation est l'apparition d'acquisition de matières premières qui alimentent l'industrialisation, soit comme intrants, c'est-à-dire des matières premières agricoles et minérales, ou combustibles, c'est-à-dire charbon, pétrole, etc. Mais l'Europe n'a pas toutes ces ressources. Elle en a, mais peut-être pas suffisamment. Les nations européennes vont alors explorer le monde à la recherche de ces richesses et trouveront un continent où tout est encore à faire selon l'histoire enseignée par les Occidentaux. Car en effet, certains chercheurs africains parlent de l'existence d'une civilisation africaine déjà avancée même à cette époque. Mais cela est une parenthèse. Ainsi, les États occidentaux vont se ruer vers l'Afrique en vue d'y imposer leur domination, en vue d'acquérir des richesses nécessaires au financement de leur expansion. Et c'est ce système qui est le mercantilisme qui semble exister jusque de nos jours. Le mercantilisme est la triste réalité du monde dans lequel nous vivons et ce monde continuera d'empirer, mais ne restera pas ainsi. La Bible parle de l'avènement d'une ère sur terre durant laquelle le système politique changera et un gouvernement profitable à toutes les nations, qu'elles soient occidentales ou intertropicales, sera présent. Aussi, les richesses seront abondantes et disponibles pour tous de manière équitable. Je ne parle pas de paradis céleste, mais je parle de l'ère la plus florissante de l'espèce humaine et qui vient. Les textes hébraïques laissés par Ézéchiel, un prophète hébreu du temps de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, en 597 avant Jésus-Christ. Il y a aussi les textes de Zacharie, un prophète hébreu du temps de Darius Ier, roi de Perse, vers 520 avant Jésus-Christ. Il y a aussi le récit des faits à venir révélé à Jean, un des disciples de Jésus, qui décrivent une troisième guerre mondiale. Les premières et deuxième guerres mondiales ont eu pour terrain principal l'Europe. La troisième guerre est prévue se tenir dans le Moyen-Orient. On parle de la guerre d'Armageddon. Les premiers de cette guerre sont les diverses crises actuelles qui pullulent au Moyen-Orient, surtout celles entre le monde arabe et Israël. C'est à l'issue de cette guerre que le monde changera, car le système de gouvernement qui sera établi le sera selon les principes des lois bibliques sous le règne de Jésus en tant que roi humain sur terre. La bataille décrite par la Bible pourrait être une guerre physique, comme nous le connaissons, ou une guerre spirituelle, ou une guerre idéologique, car la Bible utilise beaucoup de symbolique. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un grand bouleversement qui changera le visage du monde. Certaines personnes croient en la théorie de la guerre physique, et si vous voulez avoir des arguments qui soutiennent cet aspect des choses, je vous guiderai vers le lien suivant. L'article relate bien les explications sur les prophéties à cet effet, mais je vous recommande surtout l'article et pas tout le site, car le site est à mon goût un peu trop extrémiste et mérite un tri d'informations. Pour revenir à notre développement, à l'ère où la terre sera gouvernée par des principes bibliques, il y aura des réformes considérables dans tous les domaines de la société sur la base des principes que Jésus a enseignés lors de sa première venue. Mais pour l'instant, il a laissé le soin aux chrétiens d'établir ces systèmes dans leur sphère d'influence.
Ces principes parlent de partage et non d'abus, d'unité et non de clanisme, de respect de la dignité humaine, transparence dans les affaires, paix et sécurité sans acception ou discrimination. Cette vidéo vraiment courte est surtout un éveil de conscience. Et en conclusion, je vous proposerai une réflexion pour le temps que nous passerons avant l'avènement d'une ère de monde parfait. En vérité, le mercantilisme laisse des questions qui méritent la réflexion de chacun, pour soi, mais aussi pour son avenir et les générations futures de nos pays intertropicaux, dans un monde qui devient de plus en plus complexe et dangereux avec le temps. Des questions qui méritent pour un instant de faire taire nos passions nées du clanisme politique, religieux ou tribalisme. Ces questions sont les suivantes. Pourquoi est-ce qu'il est si facile d'installer un système mercantiliste en Afrique noire francophone? Est-ce que sans contrôle extérieur occidental, les Africains sont capables de gestion dépourvus des maux de l'effondrement de nos sociétés que sont la corruption et l'injustice et qui justifient souvent l'implication extérieure? Demeurerons-nous toujours une société de consommation tellement peu intéressée par la création de richesses qu'elle épuise son capital en dépenses de produits de consommation plutôt que de le faire fructifier et gagner son indépendance financière? La bataille n'est peut-être pas contre l'Europe, mais contre notre pauvreté. Permettez-moi donc de prendre appui sur la dernière question et annoncer la prochaine vidéo qui parlera des clés de la création de richesses.